Désarmement comme stratégie. Afin de rassurer la population en général et d'assoupir la ferveur des militants pour la paix en particulier, les grandes puissances font miroiter un avenir plus stable à l'intérieur d'une politique en faveur du désarmement. S'agirait-il plutôt d'une stratégie politique déguisée qui aurait pour intention le remplacement pur et simple des anciens instruments de guerre devenus désuets pour une nouvelle génération d'armes beaucoup plus efficaces ? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas tout à fait convaincu que la politique du désarmement soit une solution pertinente aux problèmes que soulèvent les sociétés à travers leurs différentes idéologies politiques, culturelles ou religieuses. Les hommes sont encore loin d'une sagesse universelle leur permettant de se faire confiance mutuellement. La tolérance au pluralisme idéologique n'est pas acquise, et l'idéologie scientiste n'est pas non plus garante des changements de mentalité, ni de la survie de l'humanité. Il serait prématuré, à mon avis, de prendre le risque d'un désarmement radical, voire partiel. Car, advenant une telle éventualité, de petits groupes isolés ne sauraient tarder à reprendre les flèches et les gourdins. N'oublions pas que si nous vivons en paix depuis près d'un demi-siècle dans nombre de pays, c'est que les super grands sont armés jusqu'aux dents et qu'ils ont peur les uns des autres. Qui plus est, les grandes puissances savent très bien qu'en déclenchant une attaque avec armes nucléaires, cela aurait l'effet d'un suicide collectif. Alors, cette stratégie de dissuasion par les armes sert en quelque sorte de cran d'arrêt au déclenchement des hostilités. Pour ces grandes puissances, les jeux sont faits. Ils ne peuvent plus se permettre d'être en désaccord, pas plus que de poser des actes irréfléchis sans devoir s'asseoir à une même table et d'entretenir un discours amical afin de satisfaire les parties impliquées. Dans une certaine mesure, il serait sans doute justifié d'affirmer que les stratégies de l'échiquier mondial sont changées. On pourrait même prévoir pour les années à venir une fusion entre les super grands afin qu'ils puissent mieux consolider leurs rapports, et ce, dans un respect mutuel. Ce procédé de conciliation pourrait servir d'exemple à plusieurs pays à travers le monde. Enfin, ceux à qui l'idée de coopération internationale aurait été étrangère. La majorité est contre la course aux armements, et avec raison, sans doute. Certes, les armes nucléaires font peur, et c'est un sentiment qui est facilement compréhensible. Nous désirons presque tous vivre sans cette menace constante qui plane au-dessus de nos têtes. Pourtant, il faut se faire à l'idée que c'est, pour l'instant, le prix à payer si nous voulons continuer à entretenir une paix durable. Face à ce dilemme, je préfère encore fonctionner avec une épée suspendue au-dessus de la tête plutôt que de marcher dessus, comme le font des milliers d'individus dans certains pays actuellement. Avant d'espérer une paix mondiale à toute épreuve, il serait fondamental avant toute chose de pouvoir faire la paix avec soi-même, notre famille, notre conjoint, nos voisins, etc. De nombreuses étapes sont à franchir avant que l'humanité soit en mesure de prétendre à une paix universelle. Il est toutefois permis d'entretenir l'espoir que tous les peuples, sans exception, dans les décennies qui vont suivre, puissent s'investir d'une plus grande sagesse pouvant les amener à développer une conscience planétaire et à se fondre dans le respect des différences. Mais ce n'est pas évident, car depuis la plus grande antiquité, prophètes, grands sages et chefs religieux ont essayé par diverses apologies moralisatrices d'apporter la paix dans le monde, mais sans succès. Même de nos jours, on semble attendre encore le miracle d'une humanité conciliante et à jamais paisible. Dans les milieux ésotériques, par exemple, on espère toujours la venue d'un sauveur ou grand monarque sur Terre afin d'instaurer un gouvernement mondial d'inspiration divine pouvant sauver l'humanité. Mais se pourrait-il que ce Messie, tant attendu, soit déjà parmi nous ? D'un point de vue hautement ironique, j'en conviens, ce sauveur qu'on attend depuis si longtemps ne serait-il pas la fusion nucléaire, c'est-à-dire la bombe atomique ? Sans pour autant déifier la puissance nucléaire, il faut tout de même admettre que cette dernière fait force de dissuasion entre nations autrefois belliqueuses, et ce, depuis bon nombre d'années. Outre les conflits sporadiques rapidement contrôlés de quelques pays à travers le monde, jamais, dans toute l'histoire de l'humanité,
on a vu la paix durer aussi longtemps entre grandes nations militairement bien organisées. Force est de reconnaître aussi que les sanctions économiques appliquées entre pays dépendant les uns des autres font preuve de stratégie partielle comme remplacement d'affrontements armés. Depuis 1945, après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le spectre effroyable d'une explosion nucléaire hante l'esprit des hommes. Et petit à petit, en toute conscience, cette hantise fait poindre les premiers germes d'une détente sans cesse croissante entre les peuples. Avec la menace constante d'un conflit nucléaire, l'humanité n'aurait plus désormais d'autre choix que celui d'une conciliation permanente. Alors, qui ou quoi d'autre que cette puissance nucléaire pourrait mieux remplir ce rôle messianique, ou, si vous préférez, ce rôle de médiateur de la paix entre les nations? Mais il ne s'agit là bien sûr que de pures spéculations théoriques, car sur le terrain, nul ne pourrait vraiment être persuadé ou encore se satisfaire d'emblée d'une telle probabilité de paix durable via ce genre de médiateur. Parallèlement, toutefois, la recherche d'une éthique universelle et pertinente à la dignité humaine doit nécessairement être encouragée.